Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci d'être au rendez-vous dans votre journal de ce mardi 2 mai 2023. Ils sont les gardiens des troupeaux dans les alpages. Les patous sont impressionnants et protecteurs. La cohabitation entre ces chiens et les randonneurs peut s'avérer compliquée. Pour les conseiller et les sensibiliser, des professionnels du tourisme se forment au bon geste. Il a exposé dans les plus grands musées d'art contemporain du monde. Jacques Perconte est un peintre vidéaste réputé et il a créé une œuvre numérique spécialement pour le musée Château d'Annecy. Vous la découvrirez à la fin de ce journal. Vous les avez sans doute déjà rencontrés lors de vos randonnées. Les patous sont ces gros chiens qui protègent les troupeaux dans les alpages. Quels sont les bons comportements à adopter si on les rencontre? Les professionnels du tourisme sont formés à ces questions avec la Société d'économie alpestre. Agathe Crinchamp a assisté à l'un de ces stages au Bouchet Montcharvin en Haute-Savoie. Ils surveillent les troupeaux jour et nuit. Les patous font partie des quelques 7000 chiens de protection en France. Au Bouchet Montcharvin, cet éleveur possède 4 patous, régulièrement confrontés aux promeneurs. On a un peu des retours d'histoire et des points de vue. La plupart du temps, c'est le genre de discours où vos chiens sont agressifs, ils m'ont attaqué. Et donc finalement, c'est une perception de l'événement, puisque quand on creuse un petit peu, souvent c'est finalement juste le chien qui est venu, qui aboyait. Il était sur le chemin, donc c'est mal perçu. Et pour améliorer la cohabitation dans les alpages, la Société d'économie alpestre forme les professionnels. Objectif, leur donner les clés de compréhension face au travail des éleveurs. C'était suite à un constat d'une très forte fréquentation des alpages au Savoyard, avec de plus en plus de monde, donc des usagers en tout genre, des trailers, des randonneurs, des vététistes, des parapentistes, locaux ou non. Donc très forte fréquentation et donc une activité pastorale en Haute-Savoie importante. Et donc l'idée c'était d'apprendre au personnel d'office du tourisme, de remontée mécanique, aux accompagnateurs, à tout ce monde qui est au contact des usagers du territoire, à comment bien se comporter en alpage pour améliorer la cohabitation. Les accompagnateurs en randonnée sont parmi les premiers confrontés au pastoralisme. D'autant plus facilement en Haute-Savoie, où les alpages représentent près de 70 000 hectares. Se former est donc une nécessité. Avec ces journées-là, ça nous permet de connaître le comportement du chien et de savoir lire en fait au niveau de ses expressions à la fois corporelles et aussi de sa manière d'aboyer, de dire est-ce que je peux passer, est-ce que je dois encore attendre. Donc c'est hyper important. Oui. En tant que formateur pour la Fédération française de randonnée, ces journées sont riches pour nous. Ça nous permet de transmettre ces bonnes informations données par le SEA ou données par les professionnels, je vais dire, par les gens qui valident ces chiens de protection. Première règle, rester éloigné des troupeaux. Mais si la rencontre est inévitable, il faut alors s'arrêter. Simulation ici d'un face-à-face avec un patou. Le chien s'approche et flaire afin d'identifier, c'est son travail. Un travail de plus en plus perturbé par l'augmentation des activités touristiques en alpage. Alors que chiens et éleveurs doivent déjà composer avec le loup. Les chiens qui sont souvent très sollicités la nuit et qui ne peuvent pas dormir plusieurs nuits d'affilée, parce qu'il y a des loups sans arrêt, il y a des attaques sans arrêt, et qui en plus la journée n'ont pas de moment pour se reposer parce qu'il y a énormément de gens qui se promènent. Et c'est souvent, on a des chiens où il y aura des incidents avec les promeneurs. Plus qu'avec les loups, parce que ces chiens ont plus de moments pour redescendre en pression et pour pouvoir se poser. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de concilier les deux. Concilier tourisme et pastoralisme, cela permet aussi de préserver une agriculture locale chère à nos montagnes. Fin du suspense dans le canton de Genève. Nos voisins votaient ce week-end pour le deuxième tour des élections cantonales. Les Genevois ont avantagé la droite, comme nous l'a expliqué notre collègue Céline Argenteau, rédactrice en chef adjointe de la télévision Léman Bleu. Nous l'avons joint cet après-midi, je vous propose de l'écouter. Notre gouvernement, notre conseil d'État était jusque-là plutôt à gauche. Et bien là, il rebascule plutôt à droite. Nous avons donc sur nos 7 ministres, nos 7 conseillers d'État, nous avons élu 2 femmes de droite, la droite classique, une personne
au centre. Donc ça, c'est le premier bloc. Et puis un bloc plutôt à gauche avec 2 élus socialistes et un élu vert. Et puis au milieu de ces 2 blocs, nous avons notre ancien conseiller d'État, Pierre Maudet. Pierre Maudet qui avait dû démissionner, qui avait été condamné pour acceptation d'un avantage dans le cadre d'un voyage à Abu Dhabi. Eh bien, le peuple a décidé de le remettre au Conseil d'État. Donc il repart pour un nouveau départ. Et ce Pierre Maudet, il a toujours historiquement été plutôt à droite, donc on peut considérer que le gouvernement est plutôt à droite, même si Pierre Maudet considère que dès aujourd'hui, il va faire la bascule entre la gauche et la droite selon certaines décisions. Ce qui est intéressant dans ce nouveau Conseil d'État, c'est qu'on a 4 femmes, et ça c'est la première fois de l'histoire que Genève a 4 ministres femmes au gouvernement. À partir de maintenant, eh bien, nos ministres ils vont batailler dans les prochaines semaines, nos nouveaux ministres, pour se répartir leur dicaster, c'est-à-dire savoir qui aura le ministère des Finances, par exemple, ou la mobilité, ou l'instruction publique. Donc ça va se jouer vraiment dans les discussions entre nos 7 conseillers d'État dans les prochaines semaines. Et puis le 31 mai, eh bien, tous ces ministres vont prêter serment à la cathédrale Saint-Pierre, notre cathédrale qui devient exceptionnellement laïque pour l'occasion. Et à partir du 1er juin, eh bien, nos conseillers d'État seront en fonction pour 5 ans. Vous avez bien sûr suivi tout ça de près avec une émission spéciale ce dimanche qui a été d'ailleurs interrompue avec un petit moment de frayeur pour votre collègue Jérémy Sédou. Exactement, on était en direct, donc on présentait cette émission en extérieur depuis la vieille ville, et puis quelqu'un est intervenu sur notre plateau, est venu se coller la main sur le plateau de présentation de Jérémy Sédou. Vous savez, c'est la marque de fabrique des activistes du climat. Là, c'était quelqu'un de l'organisation Extinction Rébellion. Évidemment, ça nous a surpris. Ça a aussi été un petit peu compliqué à gérer parce que nous, on laisse toujours la parole aux manifestants, aux personnes qui veulent prendre la parole dans ce genre d'émission. On leur laisse la parole, on leur donne la possibilité de s'exprimer à un pupitre, une parole politique, une parole militante. Là, en l'occurrence, c'était vraiment un acte en soi. Donc, on a réussi à décoller ce jeune homme qui a été ensuite emmené par la police. Alors, cette vidéo, depuis quelques jours, elle fait vraiment le tour du monde, le tour des réseaux sociaux. Alors ça, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Ça a peut-être au moins le mérite de mettre Genève sur la scène internationale pendant quelques heures. Effectivement, et en tout cas, Jérémy et toute l'équipe vont bien. Oui, tout le monde va bien, tout le monde est en sécurité. Et c'est peut-être aussi un moyen de parler un peu plus de climat. Donc voilà, ce jeune homme aura peut-être réussi son coup. Merci beaucoup en tout cas Céline, on vous laisse vous remettre de toutes ces émotions et de ces longues heures de travail pour couvrir ces élections. À bientôt. Merci Victoria. Retour en France, la prochaine journée de grève contre la réforme des retraites aura lieu le 6 juin. Les syndicats ont annoncé ce prochain rendez-vous au lendemain de manifestations parfois violentes. Les mobilisations du 1er mai se sont déroulées plutôt dans le calme, en tout cas en Pays de Savoie. Ils étaient 5 000 selon la police, 10 000 selon les syndicats à manifester dans les rues de Chambéry. 4 personnes ont été placées en garde à vue pour avoir notamment brûlé des palettes et un drapeau français devant la préfecture de Savoie. À Annecy, 2500 personnes ont défilé dans les rues de la ville avant qu'un petit groupe ne se détache pour un concert de casseroles devant les grilles de la préfecture de la Haute-Savoie. Un tout autre sujet à présent, exposé au MoMA, au MAMCO ou encore à Beaubourg, l'artiste contemporain Jacques Perconte présente une nouvelle œuvre au musée Château d'Annecy. Sa peinture numérique intitulée Blanc Mont Blanc a été conçue spécialement pour la salle où elle restera accrochée pendant 2 ans. Son inauguration s'est tenue la semaine dernière et nous avons rencontré à cette occasion le peintre vidéaste à la renommée internationale. Contempler, s'arrêter, respirer, écouter. Cette peinture numérique de l'artiste Jacques Perconte livre une autre vision du Mont Blanc. Elle fige le mouvement d'une nature en transition qui nous invite à lâcher prise et à vivre l'instant. L'envie que j'ai, c'est que les gens puissent perdre un peu le fil du temps et se laisser aller, sentir peut-être un calme s'installer à l'intérieur d'eux et voilà, et qui glisse comme ça avec les mouvements de la caméra au fil des sommets, au fil des falaises, et se laisser bercer un peu par ce qui se passe. La caméra, c'est l'outil incontournable de cet amoureux de l'image.
Jacques Perconte a passé des heures à contempler, survoler et à capturer les lumières, les sons et les couleurs des massifs alpins. Faire des images, c'est pas forcément vouloir montrer ce qu'on peut voir avec les yeux, mais c'est trouver d'autres manières, ou en tout cas exprimer d'autres manières de montrer la montagne ici, et particulièrement d'engager beaucoup plus le corps dans la vision de la montagne et dans l'expérience des images. Et pour ça, je travaille énormément au téléobjectif, et donc je tourne très souvent à plusieurs kilomètres, voire à quelques dizaines de kilomètres des fois, les images, et je vais aller chercher des plans très serrés, mais de masse extrêmement grande. Et on a comme ça un rapport très très physique à la minéralité de la montagne. Pour nous livrer sa vision de ces paysages immenses, le plasticien passe de nombreuses heures en montage. Il travaille l'image comme une matière première qu'il forme et déforme d'une manière surprenante et inhabituelle. Avec des techniques de bricolage et de détournement d'outils un peu bizarres, je vais travailler physiquement la matière vidéo, le fichier vidéo, pour l'amener à ne pas fonctionner normalement et du coup à faire que les images laissent baver des couleurs, donnent l'impression d'avoir été trafiquées d'une manière ou d'une autre, pour exprimer une plasticité, mais une plasticité qui est extrêmement en rapport avec ce que l'image contient. Et donc du coup, toutes les couleurs, elles viennent de comment les images ont été captées. Très souvent, il y a des petits défauts optiques qui font qu'il y a un peu de rouge, comme quand on regarde par exemple au travers de jumelles et qu'on voit une bordure rouge ou une bordure bleue autour du sujet qu'on est en train de regarder. Voilà, ça c'est des choses que moi je vais exploiter et qui vont permettre de faire déborder des couleurs de la forme et d'avoir comme ça quelque chose qui donne un sentiment pictural, qui donne des impressions de matière dans les images, qui dépassent ce qu'on a l'habitude de voir et qui donne un sentiment de présence de l'image qui nous rappelle la peinture en fait. Conçue spécialement pour cette salle du musée Château d'Annecy, l'œuvre numérique de Jacques Perconte sera visible pendant 2 ans. Son installation est le fruit d'un partenariat entre l'association d'art vidéo Images Passage et les musées d'Annecy. Le FC Annecy s'est un peu rassuré samedi contre les joueurs de Quevilly-Rouen Métropole. Les Hauts-Savoyards ont ramené un bon point de leur déplacement en décrochant le nul. C'est tout d'abord Yann Boekan qui a marqué contre son camp le premier but annécien au bout de 10 minutes. Louis Mafuta a apporté l'égalisation à Quevilly-Rouen Métropole en seconde période. Annecy est repassé devant à un quart d'heure de la fin du match avec un but de Moïse Saïdion, son 13e de la saison. Malheureusement, le FCA a fini par concéder à nouveau l'égalisation à la toute fin du match. Égalisation d'Issa Soumaré, score final donc 2 buts partout. Annecy est 16e de Ligue 2 avec 3 points d'avance sur Dijon, premier relégable et prochain adversaire des Rouges, et entraîné par un certain Pascal Duprat, ancien entraîneur de l'ETG. Affaire à suivre donc. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Je vous retrouve avec plaisir dès demain pour un nouveau point complet sur l'information. Restez avec nous pour la météo et l'aparté de la rédac. Sébastien Germain rencontre ce soir la réalisatrice d'un film sur les addictions qui sera projeté ce jeudi au Nemours à Annecy. Passez une excellente soirée et à demain.